médecin généraliste qui est l'auteur d'un premier livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle « Alors voilà les 1001 vies des urgences » suite à la création de son blog entre médecins et pour réconcilier un peu le monde des patients avec celui de la médecine. Très très beau livre qui avait reçu le prix France Culture, notamment Lire dans le Noir, traduit dans plusieurs langues, je crois presque une quinzaine de langues. Il y a eu ensuite un second livre, un roman, Alors vous ne serez plus jamais triste, que j'ai ici, donc la librairie a apporté les livres, vous pourrez les trouver à la fin de la rencontre et les faire dédicacer, qui avait reçu entre autres le prix Méditerranée des lycéens 2016, et il y a eu ensuite, donc le tout dernier qui est sorti il y a très peu de temps, La balade de l'enfant gris, un livre très très beau livre, très émouvant, voyage, on aura l'occasion d'en parler, on va commencer du reste par ce livre. Il y a aussi, je le signale, un recueil, un texte chez Librio, Je te donne, 3 histoires d'amour, qu'il a co-signé, si je puis dire, avec Martin Winkler et Agnès Ledig. Vous avez sûrement vu en arrivant qu'il y a une grande campagne sur le don du sang, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est en effet un texte qu'on évoquera au cours de la rencontre sur le don du sang, sur la générosité, sur le don à l'autre, et je ne l'ai pas lu, donc vous en parlerez, Baptiste Beaulieu, bien mieux que moi, parce qu'il ne l'ai pas lu. Voilà. La balade de l'enfant gris, donc, c'est, pour aller vite, pour résumer un petit peu, camper le décor. Vous m'entendez au fond, c'est bon? Oui. Ouais. Bon, j'essaie d'élever le niveau sonore. C'est donc l'histoire de Jo, un jeune interne en pédiatrie, à la personnalité un petit peu fantasque, à qui tout sourit, et l'histoire de No, un petit garçon de 7 ans, très attachant et joueur, qui est atteint d'un mal incurable et qui ne comprend pas pourquoi sa maman ne vient pas le plus souvent le voir à l'hôpital. Également, parallèlement à ces deux personnages, un troisième personnage fait son apparition, c'est Maria, la mère de l'enfant, qui donc disparaît un beau jour à l'autre bout du monde, au lieu de rester au chevet de son fils. Alors j'aurais une première question, c'est à nouveau un livre qui se déroule, c'est le point de départ, parce qu'on va voir qu'on va quitter le monde de l'hôpital pour aller faire un voyage à Rome et ensuite à Jérusalem. Voilà, qu'est-ce qui a déclenché un petit peu, c'est pour ça qu'il y a un seul facteur, il y a peut-être plusieurs choses, qui a déclenché l'écriture de ce troisième livre, que je trouve un peu différent quand même des précédents. On retrouve chez vous, après je vous laisse la parole, je suis un peu long à l'introduction, mais on retrouve chez vous ce rapport, ce goût pour le conte aussi, pour un univers un petit peu, ce goût aussi de raconter des histoires, qui fait entre autres votre force stylistique, Baptiste Beaulieu. Mais qu'est-ce qui a été voilà, le déclencheur de ce troisième livre, qui est écrit vraiment assez peu de temps après le précédent? Je passe la parole. Bonsoir à tous, donc dites-moi si je ne parle pas assez fort. Je suis un peu intimidé là. Je vais vous imaginer tout nu. Sauf vous, Jean-Antoine. Ah bon? Ça vous fait plus rien, cette Non, qu'est-ce qui... Pour être exact, ce livre, je le portais en moi depuis plusieurs années pour 2 grandes raisons. Deux choses. La première, c'est que j'avais fait un stage au cours de mes études en tant qu'interne. J'avais fait un stage en suite de couches pathologiques. C'est un endroit où on reçoit les mères qui viennent d'accoucher et qui ne se sentent pas maman, tout simplement. Et il faut voir ces mères, il faut les côtoyer au jour le jour, les écouter, écouter ce qu'elles ont à dire. Et c'est assez bouleversant. C'est-à-dire que moi j'arrive, j'ai 24-25 ans, je suis un homme, ça compte. Et je me retrouve en face de femmes à qui on a posé ce bébé sur leur ventre et à qui, depuis qu'elles sont enfants, la société a dit dès l'instant qu'on posera le bébé sur ton ventre, tu te sentiras maman et ce sera le plus beau jour de ta vie. Et si tu ne te sens pas maman et si ce n'est pas le plus beau jour de ta vie, alors tu seras une mauvaise mère, tu seras une mère catastrophique. Et elles en éprouvent un sentiment de culpabilité terrible qui parfois peut les pousser à des vrais syndromes dépressifs. Et je voyais certaines de ces mères qui en plus souffrent d'une pathologie dont on ne parle pas beaucoup en France, qui est tabou et qui pour moi est très important d'aborder dans ce livre puisque j'ai une audience avec les romans et que je veux profiter de cette audience pour faire un peu bouger les lignes. C'est ce qu'on appelle les pensées parasites ou les phobies d'impulsion chez les jeunes mamans. Et ça touche pas seulement les jeunes mamans qui sont en suite de couches pathologiques, ça touche environ 4 jeunes mamans sur 5. C'est un tabou dont on ne parle pas, c'est-à-dire la mère qui parfois a des pensées en disant je pourrais le jeter par la fenêtre ou je pourrais lui faire du mal ou... Et moi je voyais ces femmes qui me disaient mais je l'aime mais je ne peux pas rester dans la même pièce que lui parce que je me dis que je pourrais lui faire du mal
et je l'aime tellement, et c'est tellement horrible de penser ça, que je n'arrive plus à penser à autre chose. Et donc elle se retrouvait à ne plus pouvoir penser à autre chose, et c'est terrifiant pour ces femmes-là. Et récemment, j'étais à un dîner avec un journaliste à Paris que j'ai rencontré il y a 4 ans. J'ai dîné avec son épouse et il me dit « Ah, de quoi va parler ton 3e roman ?» et je lui parle de ça. Ils ont 4 enfants. Et je lui parle de ça. Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu racontes, Baptiste? C'est pas possible. Une mère qui aime tellement son enfant qu'elle peut penser des choses aussi horribles que ça. Si tu racontes n'importe quoi. » Et là, sa femme a explosé en sanglots, s'est levée et a quitté la pièce. Et j'ai dit, ben, en fait, si, ça existe, mais les femmes n'en parlent pas, parce que dans notre société, une mère n'a pas le droit de dire que parfois elle pense des choses horribles à propos de ses enfants, et que c'est naturel, et que dans 99,99% des cas, ça débouche jamais sur un acte de maltraitance quelconque. C'est simplement que la société ne leur laisse pas ce champ libre là. Et donc je voulais aborder ce sujet-là, d'abord parce que ça me paraissait important d'en parler, et aussi pour dédramatiser tout ça en disant que c'est légitime de ressentir ça, et que ça n'a rien de grave. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était un événement plus personnel. Quand j'avais 24-25 ans, j'ai, dans des circonstances très particulières que je n'aborderai pas ici parce que sinon je vais fondre en larmes, j'ai perdu un de mes patients à l'hôpital, en gros. Et ça a été un vrai bouleversement pour moi parce que j'avais 24-25 ans. Et j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti pendant 25 ans. Mes parents m'avaient menti, mes devancières m'avaient menti, mes professeurs à l'école de médecine m'avaient menti, les livres m'avaient menti, puisque les livres de médecine te disent que le patient arrive et qu'il a des symptômes, que tu reconnais à ces symptômes une maladie, que tu donnes les traitements pour cette maladie, et qu'après tout va bien, et le patient rentre chez lui, et happy end, quoi. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé avec cet enfant qui était mort, et je n'ai pas compris pourquoi. Et sa mère a, comment dire, elle a fait quelque chose qui a provoqué la mort de l'enfant, mais c'est quelque chose de compliqué. C'est un malentendu qui a provoqué la mort de l'enfant, et ce malentendu a été provoqué par l'amour qu'elle avait pour l'enfant. Très compliqué. Bref, et cette idée que l'enfant soit mort à cause de ce malentendu et de l'amour qu'elle avait pour son enfant, ça m'a bouleversé. J'ai arrêté quelque temps mes études et je suis parti à Rome puis à Jérusalem parce que j'avais besoin de verticalité, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là de ma vie, et de comprendre pourquoi personne ne m'avait dit que les enfants ça pouvait partir aussi, et dans des circonstances comme ça très, très, très difficiles. Et donc je suis parti à Rome, je suis parti à Jérusalem, et j'ai fait la fête, j'ai beaucoup bu, j'ai fait l'amour aussi, j'ai beaucoup fumé, et j'ai fait vraiment, vraiment beaucoup la fête, et j'ai eu les réponses que j'attendais, en étant justement dans la vie, et j'ai eu ces réponses. Naïvement, j'étais parti à Rome, à Jérusalem, en disant c'est des lieux très spirituels, très chargés, et j'ai eu ces réponses de la part de gens qui étaient justement dans la vie, et pas du tout de la part de gens qui étaient très, très religieux. Et pour vous donner un exemple, je me souviens, j'étais au Saint-Sépulcre, qui est censé être l'endroit le plus sacré pour les catholiques, et c'était la fin de mon voyage, j'avais plus un shekel, j'avais plus de monnaie sur moi, enfin il m'en restait mais vraiment pas beaucoup, et j'ai tout donné pour avoir un cierge que je voulais allumer pour cet enfant, et le prêtre m'a jeté l'argent à la figure, et il m'a fait comprendre que c'était pas assez pour avoir ce cierge pour l'enfant. Et à côté de ça, enfin au Saint-Sépulcre, on pouvait acheter des photos en 3D de Jésus sur la croix qui ouvre et qui ferme les yeux en fonction de l'inclination. Et je me dis, c'était pas du tout là que j'aurais mes réponses a priori. Je me souviens d'une Hollandaise en plein milieu du Saint-Sépulcre qui me demande « Excuse me, do you have Wi-Fi here ?» Et elle cherchait le Wi-Fi au milieu du Saint-Sépulcre. Et c'était pas du tout là que j'aurais mes réponses, et c'était évident a posteriori. Et ces réponses, je les ai eues quand même à Jérusalem, auprès de différentes personnes que j'ai croisées au cours de mes soirées. Et je me souviens notamment de 2 femmes qui m'ont bien aidé. Il y en avait une qui était professeure de yoga, et une autre qui elle était très fière de dire que elle était spécialiste internationale de la flore intestinale du saumon. Mais et elle disait international, mais quand on est spécialiste de la flore internationale, spécialiste de la flore intestinale du saumon, on est automatiquement spécialiste international, je pense. On doit être 2 ou 3 dans le monde, et chacune avec l'une avec sa philosophie de yoga, et l'autre avec très terre à terre sur la biologie, tout ça, m'ont vraiment aidé à dépasser ce moment très dur de ma vie.
C'est la raison pour laquelle on retrouve dans ce livre Rome et Jérusalem. Ça a été, vous êtes revenu un petit peu sur cet épisode, vous avez voulu les intégrer à nouveau. C'est vrai que dans le livre, c'est un peu un voyage aussi, parce que bon, le médecin quitte cet univers de l'oncologie pédiatrique qui est évident, c'est un univers très particulier, il faut en parler, où le rapport au temps et à l'espace est complètement différent de celui qui est à l'extérieur, évidemment. Donc on retrouve Rome et Jérusalem. Vous teniez absolument à... Je le tenais absolument parce que c'est deux endroits qui sont quand même incroyables et qui, moi, dans mon histoire, on me demande ce qui est vrai dans le roman et ce qui est faux. Moi, j'ai envie de dire ce qui est vrai, c'est ce que j'ai écrit parce que c'est comme ça que je l'ai vécu à l'époque et que l'être humain est un être de représentation. Et ma représentation de ce que j'ai vécu à l'époque, c'est ce que j'ai écrit dans ce livre. Et pour moi, c'est ça qui est vrai. Et je me souviens de moi errant dans Rome, tout seul, avec où je porte le regard, je voyais ce gosse qui était mort. Et donc là, il apparaît sous forme de fantôme au héros, et il l'accompagne partout, ce petit fantôme. Et c'est exactement comme ça que j'ai vécu mon voyage. J'avais ce petit fantôme qui m'accompagnait partout. Et je me souviens, c'était en février, et je me dis, en Italie, Rome, il doit tout le temps faire chaud toute l'année, sauf qu'en février à Rome, il fait un froid monstrueux. Et donc j'étais arrivé en short et en tongs et en t-shirt. Et c'était un moment de ma vie où j'étais vraiment pas bien et je me retrouve me jeter dans une friperie pour m'acheter un manteau et je tombe sur une magnifique manteau en cuir, en peau retournée comme ça, à 50 €, le truc qui vaut 450 normalement. Et j'étais tellement heureux, je le prends et j'avais tellement froid à l'hôtel que je dormais avec ce manteau comme ça et que je traînais dans la rue avec ce manteau toute la journée pour m'abrutir un petit peu de marche. Et au bout de 2-3 jours, je commence à me gratter. Vous sentez bien le truc. Et je me grattais de plus en plus, et partout, là je fais là, mais partout, voilà. Et au bout de 3 jours, je regarde comme ça et je vois... Voilà, et j'ai compris pourquoi je l'avais payé 50 € le manteau. Et j'approche le manteau, j'écarte comme ça les poils à l'intérieur et je voyais des... Voilà. Et les habitants. Et voilà, il y avait des habitants. Et alors c'est drôle, mais ça a été un moment très fort pour moi parce que du coup je me suis retrouvé à l'hôtel et je me suis rasé de la tête aux pieds. On est obligé de faire ça de toute manière parce qu'il y en avait partout. Et donc je me suis rasé de la tête aux pieds et je me suis retrouvé devant la glace, voilà, 120 poils partout, voilà, comme un bébé. Et c'était le moment de ma vie où j'étais pas bien et ça a été... physiquement, je veux dire, une sorte de mue comme ça, voilà, comme si je me remettais au monde une deuxième fois en me disant ce qui s'est passé est terrible, mais tu es dans ce voyage et tu vas renaître, tu vas apprendre et ça m'a vraiment aidé. Alors ce voyage, bon, est important dans le livre, il structure un peu le livre, mais on retrouve chez vous, et ce qu'il y avait déjà un peu dans le précédent, alors vous ne serez plus jamais pris, cette construction, à chaque fois, vous réfléchissez bien, j'ai l'impression à chaque fois à une sorte de dispositif de construction très précise, très subtil, avec un rapport au temps, avec des avancées, des retours en arrière, avec un épisode central qui s'appelle la déchirure, on va pas en dire plus pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas lu le livre, en tout cas j'espère qu'on vous donnera envie de le lire, mais il y a avant la déchirure, après la déchirure. Troisième personnage, donc cette mère, Maria aussi, qui s'intègre dans le récit, pas seulement, mais aussi en partie par des pages de son carnet qu'elle est censée écrire, où du coup le lecteur peut pénétrer mieux comme ça son univers. Vous travaillez beaucoup, j'ai l'impression, cette idée de la construction de vos livres, et c'est une qualité, hein, c'est pas du tout une... Je suis quelqu'un de très très bordélique. Et en général, j'écris 600 pages, que j'envoie à mon éditrice et qui me dit très bien, on va en enlever 300. Et là, je pleure et donc là, je reconfigure un peu le livre pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ma chambre. Ouais. Et ça donne ça. Mais c'est parce que je considère, moi, je suis fasciné par les arts plastiques en général et j'aime beaucoup la sculpture, la peinture, les dessins. Et donc, je considère que le livre est aussi un objet plastique qu'on doit travailler. Et par exemple, dans le deuxième, la pagination est à l'envers parce que c'est les 7 derniers jours de la vie d'un homme. Et donc, je voulais créer une sorte de compte à rebours. On commence par la première page, c'est la page 270, et on tourne comme ça sur les 7 derniers jours de la vie de cet homme en se rapprochant de la page 0 pour savoir s'il va ou pas mourir. Et donc, je veux utiliser le livre comme objet. Et sur le troisième livre, donc sur la balade de l'enfant gris,
il y avait un enjeu de littérature, c'était c'est hyper casse-gueule comment faire exister un fantôme. Et ça c'est très compliqué parce qu'on peut vite tomber dans le niais ou dans le fantastique, et c'était pas du tout ce que je voulais. Et donc j'ai eu une idée, comme c'était un voyage, et que le narrateur voit l'enfant partout où il porte le regard, régulièrement il prend des photos d'objets au cours de son voyage, et il décrit dans le paragraphe juste avant la position de l'enfant par rapport à l'objet, ce qui fait que ça crée une sorte d'image rémanente dans l'esprit du lecteur. Et voilà. Voilà. Et du coup, j'étais très content parce que ça arrive à faire exister le fantôme dans l'esprit du lecteur de la même manière qu'il a existé dans le mien pendant ces deux voyages très importants. Et vous avez eu cette idée rapidement, cette idée des photos? Oui, mais à chaque fois, mon éditrice me dit c'est pas une bonne idée, ça va pas marcher. Et à chaque fois, les lecteurs me disent c'était super. Et ils sont très frileux, les éditeurs, vous savez, ils ont très peur de. Voilà. Ils ont très peur. Et j'ai plein d'autres idées, mais à chaque fois que je lui en parle, elle me dit non. Voilà. Bref, je vous les dirai pas, mais j'ai plein d'autres idées. Je suis en train d'écrire un prochain. J'ai aussi une idée, et l'éditrice est déjà en train de préparer le plan en disant non, voilà, c'était pas une bonne idée. Je suis sûr de moi. Alors, alternance des rythmes, j'ai dit des temporalités aussi. On retrouve cet attachement pour le conte. Il y a un univers un peu comme ça. Vous avez parlé de fantômes, il y a un côté un peu. On était dans le conte aussi avec le précédent. Je trouve que vous aimez bien l'univers des contes en général. Et là, on le retrouve. Il y a aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, par rapport au conte, voilà, qu'est-ce que le conte vous inspire? L'univers de la forêt aussi. J'ai dans un papier une interview de vous qui disait que la forêt était quelque chose. La forêt est entre autres évidemment le lieu du conte. Donc, je vous interroger là-dessus. L'être humain est un acte de représentation. Et quelque part, j'ai un ami qui est professeur de psychologie cognitive et qui me disait mais tu sais, 60 à 70% de nos souvenirs sont faux. Je dis quoi? Il dit en fait 60% de nos souvenirs sont fabriqués ou sont édulcorés par rapport à ce qui s'est vraiment passé ou à notre ressenti de l'époque. Et on vit dans un conte permanent qu'on se fait à soi-même, des petits mensonges. Et le thème du mensonge est un thème qui revient beaucoup chez moi parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et parce que dans ma famille, mon grand-père a une histoire de vie très compliquée. Il a vécu des dizaines d'années dans le mensonge. Et c'est un thème qui m'obsède beaucoup. Cette capacité-là qu'on a de vivre dans le mensonge. Et c'est ce que je veux aborder dans mes livres, c'est comment est-ce qu'on se ment à soi-même sur beaucoup de choses. Et pas seulement, c'est que le médecin est aussi amené forcément à mentir. Et oui, parce que s'il veut faire passer certaines choses, donc pas l'enfant quand même qui par rapport à sa mère, il va essayer de découvrir aussi la réalité, mais il est amené à ça, fatalement. Bien sûr. C'est aussi quelque chose que moi je vis tous les jours au cabinet médical, c'est-à-dire qu'on malheureusement on a des... Je vais être honnête, mais quand je prescris certains médicaments dont je sais que les effets c'est du sucre, c'est peanuts, mais parce que le patient a besoin de son médicament et qu'il y a un effet placebo du médicament, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont pour l'homéopathie, ne me jetez pas de pierre, mais il y en a sûrement. Désolé. Mais c'est pareil, quand je prescris l'homéopathie, le but c'est que le patient aille mieux. Donc si c'est avec de l'homéopathie ou avec quoi que ce soit d'autre, c'est pas grave. Mais pour le médecin, il y a toujours une notion, rentrer chez soi en se disant est-ce que j'ai dit la vérité à mon patient ou pas? Et là, récemment, j'ai un patient qui est venu en juin. Et pour une petite asthénie, une fatigue, et il était là avec son fils, et on lui fait un scanner, et il avait une énorme pêche au niveau des poumons, avec des métastases partout, et je lui ai dit, je vous accompagnerai jusqu'au bout, et c'était très étrange, parce qu'il habitait la rue en face de chez moi, donc de l'autre côté du trottoir. Donc le soir, je rentrais, et au lieu de monter chez moi, je traversais juste la rue, j'allais le voir, je m'occupais de lui, jusqu'au bout avec des infirmières, l'hospitalisation à domicile, la morphine, tout ça. Et après, je rentrais chez moi et je faisais la fête avec mes amis, tout ça. Et une partie de moi qui pensait à ce patient qui était juste de l'autre côté de la rue, en train de s'éteindre. Et c'était quelqu'un d'un niveau socio-culturel très élevé, très très haut. Et à Toulouse, quelqu'un de la vie intellectuelle toulousaine, vraiment. Et ben, je vous assure que jusqu'au bout, il a fait un déni de sa maladie. Il était persuadé de s'en sortir, qu'il appelait ça ma petite pêche, et il n'a pas dit le mot cancer une seule fois, et tout. Et
et c'est quelque chose d'étonnant de la part de quelqu'un d'aussi brillant. Je me disais, comment est-ce qu'on arrive à se mentir soi-même, jusqu'au bout. Il me disait, bon, ben, alors, la chimio, ça va marcher, dans combien de temps je peux sortir de l'hôpital. Seulement, tout le monde autour de lui, ses enfants, sa compagne, tout le monde savait qu'il ne sortirait pas de l'hôpital, quoi. Et donc, oui, je me suis un peu écarté de la question. Non, c'était pour dire que le médecin était obligé de... Oui, et moi, je n'allais pas lui balancer à la tête le mot cancer. Donc, c'est vrai que jusqu'au bout, on a utilisé ces mots à lui, mais quelque part, oui, c'était une forme de mensonge commun. C'est peut-être lui qui vous mentait, il savait peut-être très bien ce qu'il avait. Mais c'est ce que son fils m'a dit. Persuasion, hein. Et je le crois, parce que c'est quelqu'un de brillant, et sans doute. Tant que le mot n'est pas prononcé, il n'existe pas, bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous... Moi, je vois dans ce livre énormément de choses. Hein, bien sûr. Bon. C'est notamment de quoi est fait l'amour maternel, vous l'avez un peu dit au début, ça peut être aussi qu'est-ce qui nous aide à choisir finalement notre façon de vivre, est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui vont nous faire bifurquer, voilà, vous donner des axes pour choisir notre façon de vivre. Qu'est-ce qu'on transmet aux enfants, c'est quand même aussi très... Et quel était le premier thème que vous souhaitiez vraiment mettre en avant? Est-ce qu'il y a un thème qui surnage les autres, qui surmonte pour être exact, le livre, à la base, faisait 600 pages, ouais. Et il était beaucoup... il en fait 400 maintenant. Il était beaucoup plus féministe, c'est-à-dire que c'était vraiment un réquisitoire contre à la fois les souffrances faites aux femmes, et comme c'est un voyage à Rome et à Jérusalem, deux choses que j'ai pu constater, personnel, et aussi un réquisitoire contre les monothéismes et la façon dont les monothéismes traitent la femme. Et à titre personnel, je suis croyant, donc c'est aussi une vraie claque quand on arrive à Jérusalem et qu'on voit... un de mes meilleurs amis est juif et m'a emmené au quartier de Meacharim, c'est le quartier juif ultra-orthodoxe. Et on n'a pas trop le droit d'y aller si on est goy et tout ça, et avec lui je pouvais. Et j'ai vu des choses absolument hallucinantes, parce qu'on parle beaucoup de l'islam en ce moment, tout ça, et on ne parle pas du tout de la condition de la femme juive dans les communautés ultra-orthodoxes. Et j'étais dans ce bus avec Neil, mon ami, et on a vu ce type arriver, prendre son chapeau, le mettre là pour ne pas voir la femme qui était à côté de lui. Et je discute avec... elles ont toutes des perruques, parce qu'il faut qu'elles se rasent le crâne, parce que le poil, c'est une suggestion du poil pubien, et que ça peut attirer l'homme, voilà. Et Neil me racontait que là-bas, ils n'ont pas de sexualité récréative, ils ont une sexualité procréative, c'est-à-dire que tous les 9 mois, il faut qu'elle retombe enceinte, ils ont un drap avec un trou au milieu qu'ils posent sur la femme, et l'homme, parce qu'il ne faut pas que ce soit incarné. Et donc, enfin, moi j'apprends ça, et moi qui suis très dans la vie, qui aime les bonnes choses, et c'est très choquant, c'est très choquant. Et donc ça c'est une première part, quand on arrive au mur des lamentations et qu'on voit qu'il est divisé en deux, il y a 80% du mur qui est limité, réservé aux hommes, et 20% aux femmes parce qu'elles sont impures à cause des menstruations. Et ça c'est très 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 violent quand on tombe sur ça. Et pour vous dire, la semaine où j'y étais, il y a eu je sais pas, avec une amie, on est allé dans le seul bar à Jérusalem où il y a des soirées un peu, comment dire, olé olé, on va dire ça comme ça. Non, c'est un bar qui est inclusif, c'est-à-dire qu'on accepte tout le monde. Les personnes transgenres, les personnes bisexuelles, homosexuelles, les drag queens, les personnes lesbiennes, voilà, c'est le seul. Et écoutez, il a été détruit 4 fois ce bar. Il a été détruit à coups de cocktail Molotov, on l'a incendié, des mecs sont venus à l'intérieur pour tout casser, et à chaque fois, une petite communauté le reconstruit, tout ça, et c'est... Là-bas, j'ai vécu la plus belle soirée de ma vie. Je ne peux pas vous dire autrement. C'est-à-dire qu'on a toutes ces religions qui oppriment la jeunesse, et à 23h, on a les juifs ultra-orthodoxes du quartier de Meacharim qui rasent les murs comme ça, qui se cachent derrière les poubelles pour arriver jusqu'à à Shoshan Street, la rue où il y a ce bar. Il y a les Palestiniens qui passent, la bande de Gaza, ou qui passent par les sous-sols pour arriver jusqu'à ce bar. Et dans ce bar, il n'y a plus du tout de Palestiniens ou de Juifs ou quoi que ce soit. Il y a juste des jeunes qui veulent faire la fête et faire l'amour et s'amuser. Et c'est juste une expérience de vie absolument incroyable. Et je crois que si tous les gens qui s'écharpent sur ce putain de conflit israélo-palestinien allaient passer une soirée dans ce bar et tout, ils se rendraient compte que la nature est plus importante que le reste, quoi.
ça a été une des plus belles soirées de ma vie, vraiment de voir ces gens dans la vie. Et je me souviens, il était minuit, je rentre dans ce bar et je vois 4 juifs ultra-orthodoxes avec les, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, les Lubavitch. Et il y avait une jeune femme qui était là, et cette jeune femme me dit je fais partie d'une association qui aide les jeunes de Mea Sharim à sortir de ce quartier et à sortir de cette vie atroce, quoi. Et je parle avec ces jeunes, et je parle avec eux toute la nuit, et leur grand rêve, ils cotisaient, chacun mettait un peu d'argent de côté pour pouvoir s'échapper, et leur grand rêve, c'était d'aller à Amsterdam, au quartier rouge, pour voir les prostituées. Pour eux, c'était Las Vegas, c'était vraiment... Et ils m'en parlaient avec des étoiles dans les yeux, tout ça. Et la jeune femme qui cherche son compte, elle me disait, j'ai 29 ans, j'ai 7 enfants que je n'ai pas vus depuis 4 ans, parce qu'on m'a marié, j'avais 20 ans, je ne connaissais pas mon mari qui avait 2 fois mon âge, il m'a prise, il m'a jeté sur le lit, je ne savais pas du tout ce que c'était un sexe d'homme. Elle m'a dit, je ne savais pas ce que c'était que l'amour, mais le lendemain, je savais que c'était que la haine, quoi. Et elle me disait, quand j'ai voulu partir, tout Mea Sharim s'est cotisé pour payer le meilleur avocat à son mari pour qu'il puisse garder les enfants, et elle qui ne travaillait pas, donc elle n'avait pas un argent, et elle me disait, c'est mes enfants, je les aime, et pourtant, moi je suis un individu aussi, j'ai droit au bonheur. Et moi qui arrive de ma société occidentale où on est quand même très libre, et je vois cette jeune femme qui me dit, les yeux dans les yeux, avec des larmes, mon rêve, ce serait qu'un homme m'offre des chocolats et des bouquets de fleurs, quoi, le truc le plus cliché du monde, quoi. Et elle, c'est son rêve absolu. Et je me souviens toujours, elle m'a dit, j'aimerais un jour me réveiller un matin avec un homme dans mon lit, ouvrir la fenêtre, regarder le paysage et me dire que je peux aller n'importe où, mais que je ne veux pas parce que l'homme qui est dans mon lit, je l'ai choisi et que c'est lui que j'aime. Et elle a 29 ans, moi j'avais à peu près 27 ans, elle me dit ça, c'est hyper fort d'entendre ça. Et là on se dit à quel point on est quand même protégé dans notre société, et à quel point cette liberté qu'on a, elle vaut la peine d'être préservée, quoi. Donc au départ, il y avait dans le livre cette idée d'être un livre plus... Oui, et puis mon éditrice m'a dit, voilà, mon éditrice m'a dit, ça va intéresser que les féministes. J'étais pas sûr du tout que ce soit le cas, mais bon. Non. Et après, elle avait plus raison dans le sens où ça va devenir un livre à thèse et c'était pas non plus l'objet. Voilà. Voilà. Après, avec le résultat final, c'est que c'est quand même un livre qui attire quand même l'attention sur à la fois la condition de la femme en Occident, c'est-à-dire à Rome, et aussi en Orient, à Jérusalem. Est-ce que c'est pas un livre, pour résumer un peu l'ensemble, c'est en fait où trouve-t-on la force d'affronter la réalité? Parce qu'on est quand même, finalement, cet univers, on l'a dit, écologie pédiatrique, les épreuves qu'on peut y vivre, c'est un monde complètement... En même temps, c'est pas un livre, attendez, c'est pas un livre... Ah ouais, vous allez croire que je suis cynique comme garçon. Non, pas du tout, il y a un côté comique, oui, bien sûr. Une très grande joie de vivre, on l'a dit, vous partez là... Le bar en question, c'est le Shoshan Bar, il s'appelle toujours comme ça. Voilà. Je crois qu'il a été redétruit là. Voilà, il y a une force, une vitalité dans ce livre. Il y a des moments très durs aussi, hein, comme il y en avait dans le précédent, mais il y avait aussi dans le précédent... c'est la vie, hein. Sinon, c'est la vie, vous êtes bien passé pour le savoir, ouais. Par votre métier. Donc, mais voilà, comment vous arrivez à trouver cet équilibre? Parce que c'est ça vraiment qui fait la force, je trouve, entre la gaieté, la joie, et puis bon, parce que l'équilibre, je le trouve parce que c'est de ça dont se constituent mes journées, quoi. Au cabinet médical, c'est-à-dire qu'un coup je vais avoir une consultation drôle, un coup j'ai un patient qui vient parce que il prend de la coque, qu'il a les fosses nasales défoncées, qui travaille à Ikea, il a ouvert un carton, il y a des petites billes de polystyrène qui sont mises dans son nez, et il a essayé de les enlever, il saigne, il ne savait pas comment faire, je dis mais qu'est-ce que vous avez fait? Là je sens qu'il est un peu honteux, je dis non mais dites-moi, il faut que je sache. Il dit il y avait un gros aspirateur industriel et donc il se les collait comme ça et pour s'enlever ça. Et juste après, donc c'est ce genre de consultation, et juste après je vais recevoir une femme qui vient pour que je lui enlève les agrafes que son mari lui a fait à force de lui cogner la tête contre un coin de table. Et donc évidemment c'est très dur d'arriver à enfin, l'ascenseur émotionnel, il est là, et c'est toute la vie humaine qui est belle aussi. C'est un vrai catalogue de l'humanité. L'être humain est capable des pires choses qui soient, il est aussi capable de grandeur. Moi j'ai vu des choses, je vois des choses magnifiques à mon travail. Je vois le travail notamment des assistantes sociales avec qui je bosse beaucoup, parce que je travaille beaucoup avec les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et on ne parle jamais des assistantes sociales, mais elles sont toujours là, elles ont toujours le sourire, elles nous remontent le moral à nous, alors qu'elles en voient peut-être encore des choses bien pires que nous. Et
et elles sont toujours là, quoi. Et j'avais envie de reproduire aussi ça dans le livre, ce côté ascenseur émotionnel. C'est en permanence, quoi. La dernière fois, j'en parlais sur mon blog, mais je suis appelé pour une dame qui m'appelle, son mari est tombé, donc je vais le voir, il est tombé, il s'est cassé le col du fémur, donc j'appelle les pompiers vont l'emmener, je lui dis, elle me regarde, elle pleure un peu, ça fait 60 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais découché une seule fois, on a toujours dormi, et je dis, bon ben, je lui laisse mon numéro de téléphone personnel, parce que je fais jamais